Carte postale, le magazine du voyage. Elles sont une véritable richesse, une source d'informations très prisée par les historiens ou pour quiconque veut connaître le passé. Ce matin, je veux parler des archives, c'est-à-dire tous ces documents administratifs ou historiques qui sont conservés et protégés très précieusement. Alors ces archives sont progressivement mises à la disposition du public et concernant la communauté juive de France, on parle d'archives juives. Ces archives juives sont en majorité sont détenues au consistoire central et au consistoire de Paris. Alors ce matin, eh bien, je vous propose la visite de ce service des archives juives consistoriales. Attention, ce sont des salles qui ne sont pas ouvertes à tout le monde, mais elles le seront pour nous ce matin. Bonjour Philippe Landau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien et vous êtes également un grand spécialiste de l'histoire des Juifs de France, l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'affaire Dreyfus, sur Nissim de Camondo ou sur les soldats juifs de la Première Guerre mondiale. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes le conservateur des archives consistoriales. Alors, je le disais, oui, ce sont toutes ces archives juives sont détenues dans ces salles dans les caves du consistoire. Ce sont des salles qui sont très protégées et c'est une véritable richesse pour vous, historiens, parce que vous les étudiez, vous les interprétez, vous les analysez et puis vous les mettez aussi également à la disposition du public. Alors, avant peut-être d'entrer dans le détail de ces documents, nous dire à quel point c'est peut-être aussi un peu émouvant de les consulter, est-ce que vous pourriez nous dresser un florilège de l'ensemble de ces documents? À quel domaine est-ce qu'ils appartiennent et puis de quand datent-ils? Oui, alors concernant les archives juives, il est vrai que le consistoire central, le consistoire de Paris, mais aussi les consistoires régionaux, en possèdent énormément. Toutefois, je tiens à préciser qu'il existe d'autres archives ailleurs dans d'autres institutions. Je songe notamment à celle de l'Alliance israélite universelle, qui a été fondée en 1860. Il y en a aussi au CRIF, donc là c'est plus récent, c'est milieu du XXe siècle. Et puis peut-être à la bibliothèque Médem depuis la Seconde Guerre mondiale aussi. Alors la spécificité de ce centre d'archives, en tout cas de ce service d'archives, c'est qu'il réunit la mémoire juive ou la mémoire de l'israélitisme français depuis 1808, date à laquelle les consistoires ont été créés par Napoléon Ier. Ce qui fait que nous avons quand même sur 2 siècles le parcours, la vie d'une communauté, alors au départ parisien, évidemment, puisque il y a des archives du consistoire de Paris, mais aussi du consistoire central qui fédère tous les consistoires régionaux de France, et cela de Lille à Strasbourg en passant par Marseille et Bordeaux. Donc nous avons quand même des photos d'identité des divers judaïsmes qui ont vécu et survécu, dans certains cas, aussi bien sous la période napoléonienne, sous la période du Second Empire, Troisième République, ou aujourd'hui. Ouais, je disais tout à l'heure que c'était assez émouvant de les consulter, j'imagine, parce que c'est vraiment une preuve de l'existence de cette communauté juive. On va en parler dans un instant, mais on différencie les documents administratifs des documents historiques ou archives. Oui. Qu'est-ce que c'est la différence? Alors, si vous voulez, au départ, à moins d'une signature ou d'un document exemplaire sur un événement historique, oui, tous les documents sont administratifs. C'est-à-dire, si je prends votre carte d'identité, elle est administrative aujourd'hui. Le jour où vous serez directrice de radio d'un journal, il est évident et que vous avez publié un j'accuse, oui, eh bien dans ce cas-là, ça deviendra une pièce historique. Mais au bout d'un certain temps. Mais au bout d'un certain temps, un certain laps de temps évidemment. Ouais. Donc ce qui fait que les archives administratives
administratives qui sont entreposées pour l'instant dans les caves sont dormantes. J'entends par dormant, c'est-à-dire oui, il y a des archives purement administratives, comptabilité, etc. Mais il y a des archives aussi déjà historiques qui peuvent être déjà les relations avec la mairie de Paris ou avec le ministère de l'Intérieur des années 1980 ou 2000. Ce qui fait que celles-ci ne sont pas encore communicables, mais par exemple, tout ce qui peut être les relations des consistoires ou du consistoire central avec les autorités pendant les attentats, pour l'instant, elles sont administratives, mais il va de fait qu'elles sont déjà historiques, mais qu'elles seront montrées dans 70 ans. Quand vous dites qu'elles ne sont pas communicables, ça veut dire que ce n'est pas ouvert au public, à n'importe qui, mais n'empêche que les chercheurs, les historiens, eux, peuvent venir les consulter, j'imagine. Alors, pas toutes. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous parle des relations qu'a pu avoir le grand rabbin de France ou le président du consistoire, Joël Mergui, avec les différents ministres de l'Intérieur, ces archives ne seront pas communiquées pour l'instant avant 50 ans au minima. Pour quelle raison? C'est parce que les intéressés vivent toujours. Secondo, les enjeux ont toujours cours ou ont toujours lieu. Et troisième point, c'est qu'il faut les classer et avoir un certain recul. Maintenant, les autres, évidemment, c'est-à-dire, on est régi, on fonctionne en fonction des lois des archives nationales, ce qui fait que, selon certains documents, nous les présentons au public à partir de 50 ans passés, voire de 70 ans. Et donc, quand vous dites public, c'est n'importe qui, c'est pas uniquement. Attention. C'est-à-dire que j'exige quand même, si quelqu'un compte faire un article sur l'affaire Ben Bella, par exemple, Algérie, et les relations avec le consistoire ou le consistoire d'Alger, je veux savoir déjà pour quelle raison. Je veux savoir où l'article sera publié et s'il sera publié. Néanmoins, c'est pour un objectif professionnel. Là, vous nous parlez... là, c'est un objectif professionnel. Vous nous parlez de journalistes, d'historiens, de chercheurs. Mais le public lui-même peut-il avoir accès à des documents? Le public peut avoir accès à tout document d'avant 1970 pour ce qui est administratif et encore à condition que ça le concerne. Ça veut dire que si vous recherchez l'acte de mariage de vos parents et qu'ils se sont mariés en 1890, je vous remercie. Là vous aurez libre communication. Très bien. Par contre, si ils se sont mariés en 1980, dans ce cas-là, on sera un peu plus exigeant. Pourquoi? Parce que les personnes sont toujours vivantes et naturellement, nous devons protéger aussi les individus. En vous écoutant, Philippe Landau, je me rends compte que c'est vraiment ces archives sont d'une très grande importance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les enjeux de la conservation et de la protection, évidemment, de ces documents? J'imagine qu'il y a déjà aussi une part pour l'histoire de la communauté juive de France. Certaines archives sont là, alors que certaines communautés juives qui sont concernées n'existent plus. Je parle de certaines régions de France, par exemple. Donc c'est déjà une preuve aussi d'existence. Voilà un premier enjeu. Oui, en fonction de ces archives, finalement, si vous voulez, sur 2 siècles d'existence, nous avons une cartographie du judaïsme ou des communautés juives exceptionnelles. Exceptionnelles parce que, par exemple, si vous me parlez de la communauté de la Ferté-sous-Jouarre, déjà, faudrait savoir où se trouve cette ville, mais qui est pourtant très jolie. Et d'un autre côté, on pourrait se poser la question, y a-t-il eu une communauté? Eh bien oui, il y a même eu une très belle synagogue qui est aujourd'hui devenue une bibliothèque municipale. Et nous avons quelques papiers sur cette communauté, le nom de ses présidents, le rabbin qui était présent, etc. Donc voilà, on a des archives sur des mini-communautés qui ont disparu parce que, pour des raisons évidentes, c'est qu'il n'y a plus de fidèles. Et puis, nous commençons à avoir des archives sur des communautés nouvelles. C'est-à-dire là, le Centre européen du judaïsme a été créé il n'y a pas très longtemps, dans le 17e arrondissement. Et déjà, nous recueillons, pour être plus précis, des archives à son sujet.
Oui. Donc finalement, seuls peut-être les historiens comme vous, les chercheurs sont capables de les interpréter, de les analyser pour compléter leur connaissance aussi de l'histoire. Vous, en tant qu'historien, et vous êtes l'un des grands spécialistes de l'histoire des Juifs de France, est-ce que depuis que vous travaillez au service des archives du consistoire, est-ce que vous avez découvert des éléments au gré de vos voyages à travers ces documents, tous les documents que vous avez consultés, vous ont-ils appris quelque chose de nouveau ? Déjà que l'on apprend des individus, on apprend aussi d'une institution, si vous voulez. Maintenant, au regard de ce que vous me posez comme question, il est évident que l'on apprend toujours quelque chose. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas dominer, entre guillemets, des dizaines de milliers de documents, même si on en a beaucoup en photographie dans la mémoire. Oui, mais est-ce que c'est pas, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que ce n'est pas justement l'histoire des petites gens, entre guillemets, c'est pas négatif ce que je dis, mais vous, les historiens, vous avez l'histoire sur les grandes lignes, ou la macro-histoire, par exemple, mais là, vous avez des documents qui concernent des individus, vous avez un prénom, vous avez un nom, une date de naissance. J'imagine qu'il y a quand même pas mal d'émotions lorsque vous découvrez, je ne sais pas, le mariage de telle ou telle personne, ou des informations parfois tristes. J'imagine que là, c'est quand même quelque chose de supplémentaire que vous avez en plus de vos connaissances, je veux dire. Alors, oui. Mais si vous voulez, voilà, on va dire comme ça, qui vient travailler ou qui vient visiter les archives, hormis quelques groupes scolaires de temps en temps, ce sont des historiens, des doctorants, etc. Donc, ils ont déjà une idée précise. Par exemple, si nous avons reçu l'un des membres de la famille Debré qui prépare à l'heure actuelle une étude sur le grand rabbin Simon Debré. Bon, nous, on a son dossier, on a quelques pièces. Et là, la personne va constituer un puzzle. C'est-à-dire, nous, les archives du consistoire ne sont qu'une pièce du puzzle par rapport à la vie d'un individu ou par rapport à un événement historique. Alors ensuite, l'historien ou la personne l'interprète selon sa sensibilité et selon ses convictions ou ses découvertes. Nous concernant maintenant, il va de soi que nous avons, en dehors de la part administrative, un autre regard. Peut-être parfois. C'est-à-dire que tomber, voilà, je vais vous citer quelques exemples, tomber sur l'histoire d'une jeune femme qui souhaite se convertir, qui est écrit au grand rabbin de Paris en 1888 et qui souhaite se convertir parce que elle écrit, elle est très chrétienne, mais pour son futur mari, elle est prête à devenir juive. Donc vous voyez un peu qu'aujourd'hui, cette phrase-là ne serait pas acceptée par le rabbinat. Mais à l'époque, au contraire, elle est la bienvenue. Ça. Donc on se pose des questions comme ça. Sur l'état d'esprit, sur la façon de penser. Sur la façon de penser. En plus, bon, on peut malheureusement, parfois, enfin malheureusement non, souvent, tomber sur des documents tristes. C'est-à-dire, si nous avons plusieurs boîtes sur la Seconde Guerre mondiale, évidemment, lorsque nous tombons sur la recherche des orphelins juifs et où les familles envoient des photos au consistoire avec les enfants qui n'ont pas revu depuis 4 ans, là, nous avons un nom et nous avons la tête d'un enfant. Donc, on n'est pas insensible, mais même à l'écriture, aux signatures. Mais effectivement, ce sont des petites pépites. Et puis même le papier lui-même, souvent, ce sont des papiers jaunis qui ont ce parfum un peu du passé. Je crois qu'il y a quand même... Il y a une odeur. Oui, il y a une odeur de ces archives. Il y a une certaine émotion, malgré tout. Toujours. Alors, restez Parce avec que là, nous. nous parlons d'archives, mais il y a aussi les registres. Donc, mais vous allez nous en parler dans un instant. On marque une pause et on se retrouve juste après. Et oui, laissez parler les petits papiers, c'est le conseil de Serge Gainsbourg à travers la voix de Régine. Et justement, c'est ce que vous faites, vous les historiens, les chercheurs, lorsque vous tombez sur ces bouts de papier, mais ce sont plus que des bouts de papier. Ce ne sont pas d'ailleurs des petits bouts de papier, ce sont des petits morceaux de vie. Et ce sont ces archives. On en parle ce matin dans C'est Nouveau, ça m'intéresse. Nous parlons des archives juives qui sont détenues par le consistoire central et le consistoire de Paris. Et nous sommes en compagnie
compagnie de Philippe Landau, qui est historien et qui est celui qui a le trousseau de clés, celui qui ouvre toutes les salles au consistoire et dans lesquelles sont répertoriés, classés tous ces petits papiers qui en disent long. Alors justement, c'est votre travail, n'est-ce pas, Philippe Landau, de faire parler ces petits papiers. On parlait à l'instant de l'émotion qu'il pouvait y avoir sur certains documents qui datent de 1800, du 19e siècle, dans lesquels eh bien, vous découvrez une façon de voir, un mode de vie qui n'est plus d'actualité. Donc, j'imagine que ça vous enrichit beaucoup sur l'histoire des Juifs de France que vous connaissez bien déjà. En effet, si vous voulez, on apprend le comportement ou l'attitude des individus à travers les papiers, notamment lorsqu'ils sont morts ou à travers les livres. C'est une étude sociologique. Donc, on est obligé, puisque la forme de se marier ou les façons de se marier au 19e siècle sont légèrement différentes de celles d'aujourd'hui, par exemple. Les conditions pour la conversion, c'est pareil. Et puis, la notion de citoyenneté, même à travers certains documents, montre qu'il y a eu un changement. Si tout à l'heure, je vous ai parlé de l'israélite qui perdure jusqu'en 1940, ensuite on parlera de juifs. Donc, et il a été question encore récemment de se poser la question, est-ce qu'on parle d'un consistoire juif ou est-ce qu'on parle toujours du consistoire israélite? Et même la vision même du consistoire a-t-elle évolué sur ces 2 siècles d'existence? Est-ce qu'il y a eu les considérations pour être juif ou pour devenir juif, parce que vous nous parliez de la conversion, ça aussi ça a évolué, j'imagine. Elles évoluent au gré naturellement du rabbinat, mais aussi des conditions historiques. C'est-à-dire que se convertir sous l'affaire Dreyfus, on était le bienvenu. D'autant plus que ça se faisait depuis toujours. Mais aujourd'hui, après la création de l'État d'Israël, avec aussi la venue des Juifs d'Afrique du Nord qui ont quand même bouleversé la mentalité du judaïsme français qui était essentiellement ashkénaze, on a d'autres vues. On a d'autres vues, d'autres comportements. Ça se ressent aussi dans les archives, dans le choix des grands rabbins, dans l'attitude des présidents et dans l'attitude des fidèles. Alors, l'histoire du XXe siècle a été dramatique pour la communauté juive, et notamment en France. Est-ce qu'il y a eu, dans les archives, déjà, comment les archives ont-elles vécu la période de l'occupation, et est-ce qu'il y a eu des pertes irréversibles ? Alors, les archives ont vécu la période de l'occupation comme des juifs. Ah oui. C'est-à-dire, elles ont été obligées, de quitter Paris. Cela grâce aux soins de la famille de Rothschild qui les a protégées dans un château dans le Bordelais. Et là, elles ont vécu cachées pendant 4 ans. Donc elles ont été récupérées. Elles ont été non seulement récupérées, en l'état, c'est-à-dire que nous estimons qu'il y a peut-être eu environ 5 à 6% de pertes des archives, mais que ces pertes d'archives ne sont pas liées aux membres du consistoire. Seulement, il y a eu un chercheur américain en 1945-46 qui a eu l'occasion de vouloir visiter les archives et de repartir avec certaines. Donc, elle se trouve maintenant aux États-Unis, même si nous avons le microfilm. Est-ce qu'on sait si les Allemands qui sont venus dans l'occupation en France et à Paris notamment, ont eu la volonté de les consulter? Est-ce qu'ils ont voulu les prendre? Sachez qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que le grand rabbin Julien Veil, grand rabbin de Paris, a pris sur lui la sage décision, mais nous pouvons faire un recoupement. C'est pour ça que je dis pour les personnes qu'il ne faudra pas s'inquiéter. Oui. Mais a pris la décision de détruire les registres de conversion pour que les personnes qui au départ étaient non juives ne soient pas inquiétées par les autorités au cas où le registre, il n'y en avait qu'un d'ailleurs, au cas où le registre tombera entre des mains ennemies. Donc, il va de soi que si les archives étaient restées sur place, elles auraient été vraisemblablement, comme celles de l'Alliance israélite, envoyées en Allemagne. Et là, elles ont miraculeusement été sauvées.
Et c'est ainsi qu'on a quand même réussi à sauver peut-être tout le judaïsme français de 1808 jusqu'à 1945, et puis après ça continue. Alors pour nous, vous ouvrez les portes de ces salles. Est-ce qu'il y a, vous en avez parlé déjà de quelques-unes de ces archives, est-ce qu'il y a des archives qui vous ont touché particulièrement? Est-ce qu'il y a en mémoire, vous avez en mémoire certains documents que vous avez découverts et qui vous ont plutôt ému, j'allais dire? L'émotion, elle est liée naturellement plus à une actualité ou à un passé proche. C'est-à-dire que lire la lettre du président Jacques Heilbronner adressée au maréchal Pétain, en sachant que ce président du consistoire central, conseiller d'État, mourant en déportation, c'est naturellement émouvant. Lire les lettres du grand rabbin de France, Isaïe Schwartz, adressées une fois de plus à Pétain ou à Laval, concernant la répression des Juifs. Qu'est-ce qu'elles disent ces lettres? Globalement, on en vient toujours à un même discours. Vous savez, nous sommes encore dans la période israélite, donc nous déplorons, nous condamnons les actes antisémites ou la politique discriminatoire, mais nous restons français. Voilà. Mais bon, quand nous connaissons la fin de l'histoire, ça va de soi que on en est bouleversé. Pareil, tout à l'heure, je vous évoquais ces fameuses lettres. Mais voilà, ça peut être aussi des communautés disparues. C'est-à-dire que pour chaque communauté, j'ai la photo de la synagogue généralement ou d'un individu qui est né. Ce qui fait que savoir qu'il n'y a plus rien, il y a juste un cimetière qui reste, c'est bouleversant. Maintenant, nous avons les archives des communautés d'Algérie. Donc là, c'est pareil. Tout un passé, tout un pan d'histoire, nous le possédons, mais il n'existe plus rien en Algérie. Et c'est en cela que la conservation et la protection de ces documents est extrêmement importante. Ces archives, est-ce qu'elles se développent encore aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à obtenir de nouveaux papiers qui vous viennent facilement? Alors, les nouveaux papiers, ces temps-ci, nous n'en avons pas beaucoup, il est vrai. Pour quelle raison, vous le savez? Alors, pour quelle raison? C'est parce que il faudrait davantage que notre service soit centralisé et modernisé. Donc nous souffrons à l'heure actuelle de ça, mais j'ai cru comprendre que le consistoire central comptait mener enfin une politique patrimoniale. De modernisation, l'utilisation de l'outil informatique, par exemple. Exactement. Et là-dessus, Joël Mergui, le président, ainsi que ses directeurs, en ont parfaitement conscience et je pense qu'ils feront le nécessaire. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une certaine crise du passé juif dans la communauté et que les documents ont déjà été plus ou moins déposés, soit dans les institutions juives, je pense à l'extraordinaire fonds de Dreyfus qui se trouve au musée d'art et d'histoire du judaïsme, par exemple. Je pense au formidable travail qui se fait aussi au mémorial de la Shoah. Et puis il y en a d'autres à l'Alliance, ce qui fait que nous sommes 4 institutions à essayer de trouver des fonds. Alors évidemment, on en a un peu de temps en temps. Là, il doit nous arriver des lettres justement du consistoire qui était chez un particulier, qui datent de 1812 et qui sont du grand rabbin Deutz. Mais il y aura, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours du travail à faire et des documents à découvrir. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, si ils avaient d'aventure envie de vous déposer des anciens documents de la famille, est-ce que vous êtes preneur? Ah, mais nous sommes preneurs. Là, nous avons encore reçu, il y a 7 mois ou 8 mois, les archives d'une famille chassidique russe qui était venue en France en 1908, et puis nous avons les actes de mariage, quelques photographies, donc c'est magnifique. On a eu la correspondance, une correspondance amoureuse d'ailleurs très belle, c'est assez rare, même si on en trouve quelques-unes, d'un jeune fiancé au milieu du 19e siècle. Oui. Voilà. Donc on a de belles choses aussi, fort heureusement.
évidemment. Merci beaucoup Philippe Landau de nous avoir ouvert ces salles du consistoire, les salles des archives juives. Je rappelle que vous êtes historien et que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment on peut vous retrouver avec des écritures sur l'affaire Dreyfus, Nissim de Camondo ou les soldats juifs de la Première Guerre mondiale. À très bientôt sur notre antenne. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.